Internet est un outil, pas une arme. 31 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Don de véhicules et d'équipements essentiels aux forces armées béninoises par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Un don qui témoigne de la bonne coopération entre les deux nations. Les précisions à suivre dans ce journal. Le cadre de concertation des confessions religieuses initie une séance de vulgarisation des recommandations issues du séminaire sur le rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées en 2026. C'est la commune de Djougou qui a abrité la séance qui a pour but de mettre à contribution tous les leaders religieux et puis rencontre des entreprises des pays de l'UEMOA et de Guinée sur la réalité des marchés. Le but visé est une indépendance du point de vue des chiffres fiables sur le monde des affaires. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. Wilfrid Léon Dongweji, porte-parole du gouvernement, s'est exprimé sur le récent changement de nom de l'aéroport de Cotonou, anciennement dénommé aéroport Cardinal Bernardin Gantin. Le Conseil des ministres du 3 décembre dernier a changé l'appellation de cet espace aéroportuaire, une décision qui a suscité polémique au sein de l'opinion. Il a donc clarifié que cette décision émane du respect des règles de la toponymie. Suivant. Cardinal, c'est un titre. Kadjeoun, c'est un quartier. Vous dites, anciennement, aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Kadjeoun. Bon, combien de personnes dans le monde connaissent Kadjeoun par rapport à Cotonou? Le cardinal, c'est à tout jamais notre cardinal. À tout jamais. Et personne n'enlèverait au Bénin d'avoir eu un cardinal. Mais lorsque vous allez dans tel pays, vous voyez aéroport Léopold Sédar Senghor. On ne dit pas président Léopold Sédar Senghor ou bien professeur Léopold Sédar Senghor. Vous voyagez beaucoup. Si vous allez à Charles de Gaulle, on ne dit pas général Charles de Gaulle. Et pourtant, et puis vous avez plein d'exemples comme ça dans le monde. Et les règles de la toponymie l'expliquent que les titres, les fonctions sont surannés dans la dénomination d'une infrastructure. Si on donne le nom d'une personnalité à une infrastructure, c'est davantage pour mettre en avant cette personnalité plutôt que son titre. Et c'est objectif, c'est vraiment d'ordre objectif d'après les règles de la toponymie. Donc vous regardez ça. Maintenant, vous qui voyagez, ça je dis accessoirement, vous qui voyagez beaucoup, lorsque vous êtes proche de l'atterrissage et que l'équipage annonce, vous voyez parfois combien ils ont du mal à dire tout ça. Vous pouvez l'observer. Bon, aujourd'hui, on a mis en place cette commission. On aurait pu attendre que la commission fasse son travail et fasse des propositions sur différents noms de différentes infrastructures. Et puis, si ça avait été dans un ensemble, vous auriez remarqué. Mais c'est parce qu'il y a eu tellement de signalements, de difficultés par rapport à l'appellation du nom. On s'est dit, comme on a un travail en plus scientifique à faire, et que cela n'est pas non moins scientifique, on pouvait profiter en même temps pour le faire. Ça vaut pour d'autres types d'infrastructures. Hein. Et demain, on aura le stade Mathieu Kérékou, simplement, plutôt que Général Mathieu Kérékou. Donc, soyez rassurés. Pour ceux qui pensent qu'on a voulu enlever le titre de cardinal, on n'a pas le pouvoir d'enlever ce titre-là à notre cardinal. Au contraire, nous allons continuer à le promouvoir en espérant que dans les années à venir, nous aurons d'autres éminents hommes d'église qui arriveraient à ce niveau de distinction. Donc, vraiment, pour finir là-dessus, c'est un travail objectif et c'est un travail scientifique qui nous a conduit à cela et ce qui va arriver par la suite avec les conclusions de la commission mise en place vous édifiera davantage. Et le monde est ouvert aujourd'hui. Moi, je voudrais vous inviter tous à aller sur les moteurs de recherche et renseignez-vous sur les règles de la toponymie. Vous allez voir, ce n'est pas nous qui avons inventé. Tout est là. Et vous avez du reste des exemples dans le monde qui vous montrent que, en l'espèce, point n'est besoin de renseigner le titre ou la qualité de la personnalité et
dans le cas d'espèce encore, le quartier où l'aéroport est dès lors que la ville est connue et peut être renseignée utilement. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique a mis à la disposition des forces armées béninoises un lot de véhicules et d'équipements essentiels. Il s'agit de 20 véhicules, un ensemble d'équipements comprenant des trousses de premiers secours, des trousses d'intervention, des sacs d'assaut, des équipements de protection oculaire balistique et des appareils GPS portables pour ne citer que ceux-là. La preuve de la matérialisation de la vitalité des relations de coopération entre le Bénin et les États-Unis, mais aussi un souci d'aider l'armée béninoise en proie depuis quelques années à une menace terroriste à affronter efficacement cette menace. La cérémonie de remise s'est déroulée ce mercredi à la caserne de Dessa dans la commune d'Alada. Voici le point. Plus de 2 millions de dollars US, soit environ 1 milliard 200 millions de francs CFA. Voilà ce que ce don de véhicules et d'équipements essentiels a coûté au gouvernement américain. Les États-Unis sont fiers de collaborer avec le Bénin pour former et équiper ces soldats afin qu'ils soient mieux à même de protéger les civils contre les extrémistes violents. Le lot de matériel que nous recevons aujourd'hui représente bien plus qu'un simple renforcement logistique. Il constitue une marque tangible d'amitié, de confiance et d'engagement de la part des États-Unis d'Amérique aux côtés du Bénin. Depuis quelques années, la résilience des populations et la capacité de réaction des forces armées béninoises sont en proie à une menace terroriste sournoise et évolutive. Dans ce contexte, et face aux enjeux sécuritaires que le Bénin affronte, les États-Unis d'Amérique ont toujours fait preuve de disponibilité et d'assistance. Le présent geste de solidarité met encore une fois en lumière la qualité des relations d'amitié et de coopération qui unissent les États-Unis et le Bénin. Les véhicules pick-up reçus ce jour favoriseront excellence la projection rapide de nos unités, l'entraînement de nos troupes, les patrouilles dans les zones sensibles et la capacité d'intervention en profondeur. Quant aux équipements individuels, ils renforceront la sécurité et l'efficacité du soldat béninois, tandis que les matériels de maintenance permettront de garantir une disponibilité opérationnelle plus élevée de notre parc automobile et de nos équipements tactiques. Il est important de souligner que cette donation n'est pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans la continuité d'une coopération qui se consolide année après année et dont les effets positifs se ressentent directement sur le terrain. Pour Brian Choukan, seuls les équipements ne suffisent pas pour lutter efficacement contre l'extrémisme violent. À ce titre, 18 millions de dollars ont déjà été investis au cours des 4 dernières années par les États-Unis dans la formation militaire à travers compétences fondamentales, développement du leadership et sécurité des frontières. Des programmes qui visent à donner à chaque soldat engagé dans l'opération Mirador des compétences et des moyens nécessaires pour être efficace et performant. Le premier congrès international de la Société béninoise de santé au travail a refermé ses portes ce jeudi 4 décembre 2025. Du 1er décembre donc au 4 décembre 2025, des acteurs du domaine de la santé, de l'éducation et les syndicalistes ont réfléchi sur l'amélioration des conditions de santé des travailleurs sur le continent. La rencontre de 4 jours qui s'est tenue au Palais des Congrès de Cotonou a permis aux congressistes de faire des recommandations afin de réduire les risques auxquels sont assujettis les travailleurs en Afrique. Florence Bossa, Henri Ganti. La première rencontre internationale sur la santé au travail a tenu la promesse des fleurs. Environ 350 participants venus de 16 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique ont mutualisé sur 4 jours leurs efforts et partagé des expériences sur les défis majeurs liés à la santé des travailleurs en Afrique. Les échanges ont accouché des recommandations visant essentiellement l'implication des sociétés dans les prises de décision nationales ainsi que l'organisation d'un programme de formation continue en partenariat avec les universités et institutions internationales pour renforcer la capacité des intervenants en sécurité sanitaire des travailleurs. Ce fut un moment riche d'échanges et de partage au cours duquel nous avons exploré les défis et les solutions pour un avenir du travail plus sûr.
Nous avons analysé ensemble les risques majeurs du monde du travail qui nous impose une redéfinition de nos approches en matière de prévention. Les recommandations qui ont été faites par le Congrès pour dire que la SOPAS va s'impliquer dans le format de toutes les activités scientifiques et toutes les résolutions qui ont été prises ici. Prévention et gestion des risques professionnels en Afrique, défis et perspectives. C'est le thème de cette première édition, une thématique déclinée en deux sous-thèmes à travers des communications, des panels et symposiums animés par des experts nationaux et internationaux. Le premier congrès béninois en sécurité et santé au travail qui portait sur la prévention et la gestion des risques professionnels en Afrique, défis et perspectives, nous a permis de renforcer nos connaissances dans le domaine et de pouvoir retourner chez nous plus aguerris. Promouvoir la recherche en santé au travail, favoriser le partage d'expériences africaines et internationales et renforcer les collaborations des professionnels SST sont entre autres les objectifs. Restaurant, c'est 3 minutes de quand même. Photo de... Je l'annonçais en début d'édition, le centre Saint-Ambroise de Djougou a servi de cadre pour une séance de vulgarisation des recommandations du séminaire sur le rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées en 2026. L'initiative du cadre de concertation des confessions religieuses CCCR qui entend ainsi mettre à contribution les autres leaders religieux pour préserver la paix avant, pendant et après les élections générales de 2026. Abdou Sabi Idrissou pour le point. Nous n'allons pas permettre à ce que quelqu'un vienne nous le détruire ici. Autour de cette table, les membres du bureau exécutif du cadre de concertation des confessions religieuses CCCR, unis par le même idéal, celui de la préservation de la paix avant, pendant et après les élections de 2026, il vulgarise des résolutions et recommandations visant à promouvoir les valeurs éthiques et morales. Nous, en tant que confession religieuse, nous avons décidé d'accompagner les acteurs de ces élections, la Sénat, la Cour constitutionnelle, les partis politiques, à adopter un comportement décent, un comportement digne de ce nom, d'un bon citoyen. Il n'est pas question pour nous religieux de nous mettre dans les rues pour marcher, d'organiser l'insurrection populaire. De même, nous exhortons le candidat qui sera élu président de la République en 2026, autant que faire se peut, à former un gouvernement d'union nationale. Cette démarche préventive s'inscrit dans l'engagement du CCCR à œuvrer pour l'unité nationale. Le Bénin est seul et indivisible, comme on le dit, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes les mêmes. N'importe quel bord politique, nous sommes les mêmes. Après, on va se retrouver. Il ne faut pas aller au vote avec bâton en main. Il ne faut pas avoir pistolet dans la poche en allant au vote. Il ne faut pas aller au vote en montrant qu'on est fou. Le préfet compte sur votre sens religieux, votre autorité pour pouvoir sensibiliser, comme cela se doit, vos fidèles. Le CCCR prévoit de rencontrer les différents partis politiques retenus pour leur soumettre une charte de bonne conduite. Dans
la suite de cette édition de la résolution 1325 à la 2250 pour une paix inclusive portée par les femmes et les jeunes au Bénin, c'est la thématique autour de laquelle ont tourné les travaux de la deuxième édition du Salon des OSC tenu cette année à l'Institut national de la femme du 2 au 4 décembre. Ce salon a reçu un appui considérable du PNUD et a mobilisé un parterre d'organisations de femmes et de jeunes. Florence Bossa pour nous faire le point. Cette deuxième édition du Salon des organisations de la société civile se tient dans un contexte particulier. La communauté internationale célèbre les 25 ans de la résolution 2250, Jeunes, paix et sécurité, ainsi que les 10 ans de celle de 1325 relative au rôle des femmes dans le maintien de la paix et de la sécurité. Un espace d'échange et de réflexion sur les défis qui persistent. Un agenda national 2250 est une nécessité, une urgence, que dis-je, un impératif moral. Ce salon doit contribuer à accélérer ces deux processus nationaux, PAN 1325, deuxième génération, et agenda 2250, première génération. C'est le début d'une nouvelle dynamique entre l'État et la société civile. En célébrant le quart de siècle de la résolution 1325 et la décennie de la résolution 2250, nous écrivons une page nouvelle de notre histoire. Nous affirmons que la paix au Bénin se construira avec les femmes, par les femmes, pour les femmes et avec les jeunes, par les jeunes, pour les générations futures. Accueillie cette année par l'Institut national de la femme, cette deuxième édition du Salon des OSC a bénéficié de l'appui de plusieurs partenaires, dont le Programme des Nations Unies pour le développement. L'Institut national de la femme qui accueille ce salon, pour sa part, va œuvrer à promouvoir l'engagement civique des filles et des jeunes femmes pour renforcer le leadership féminin dans la gouvernance locale, poursuivre la lutte contre les violences basées sur le genre, quelles que soient les formes les plus subtiles qu'elles pourraient prendre. Documenter les besoins des femmes dans les zones vulnérables et poursuivre la sensibilisation des populations aux droits des femmes. Le PNUD reste profondément engagé à accompagner le gouvernement du Bénin dans la mise en œuvre de ses engagements nationaux et internationaux en matière de paix et de sécurité inclusive. Pendant 3 jours, les diverses organisations de jeunes et de femmes ont échangé et fait des propositions sur plusieurs thématiques relatives à la mise en œuvre des 2 résolutions. Les entreprises des pays de l'UEMOA et de Guinée veulent avoir leurs propres données sur la réalité des marchés. C'est une indépendance du point de vue des chiffres fiables sur le monde des affaires et utile pour la décision qui est attendue à la fin du processus de construction d'un baromètre des entreprises. Les délégations présentes à Cotonou vont doter aussi la région d'un observatoire commun d'un commerce, de l'industrie et des services. Les travaux se sont déroulés mercredi et jeudi à Cotonou. William Cliquant et Henri Ganti pour le compte rendu à l'ouverture. Il n'y a pas meilleure donnée que celle qu'on se procure soi-même, avec rigueur et méthode. Les chambres de commerce et d'industrie des pays de l'UEMOA et de Guinée optent ensemble pour la fiabilité et la domestication des chiffres sur l'écosystème entrepreneurial. Cela y va de la capacité de décision et d'impact des entreprises membres. La présente rencontre qui vise à jeter les bases d'une réflexion pour la mise en place d'un baromètre des entreprises et d'un observatoire économique vient à point nommé pour orienter et éclairer la prise de décision fondée sur les faits et ressentis des acteurs du secteur privé. Celle-ci cadre bien avec les missions assignées à la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA et reflète notre volonté commune de renforcer le rôle stratégique des secrétaires généraux et directeurs généraux des chambres de commerce en tant que piliers et relais essentiels des réformes communautaires. La mise en place des 2 instruments en cours d'érection a fortement été recommandée au sortir du 10e séminaire d'approbation des réformes de l'UEMOA en juillet dernier à Niamey. Cette rencontre d'examen du processus entre les secrétaires et directeurs généraux de chambres de commerce et d'industrie des États à Cotonou s'aligne aussi sur les priorités de la mandature actuelle de la Chambre consulaire régionale. Une façon d'user des attributs d'organes consultatifs
pour influencer en retour les décisions au profit du secteur privé. Afin d'aider nos entreprises membres pour pouvoir avoir des données pour avoir le management décisionnel. Nous voulons également mettre en place un baromètre pour avoir l'idée du climat des affaires qui soit endogène. Nous voulons que nous-mêmes, nous interrogeons nos territoires pour mieux comprendre ce que nous pouvons apporter aux entreprises. Une fois établi, le baromètre des entreprises et l'observatoire économique vont être de réels outils de développement des échanges intracommunautaires et de renforcement de la compétitivité sur le marché. Une technologie destinée à améliorer la productivité des cotonculteurs et à réduire la pénibilité du travail dans les champs. Il s'agit de la nouvelle récolteuse de coton conçue par Case IH, mise en service par le gouvernement à travers la Société nationale de mécanisation agricole SONAMA. Des délégations de la filière coton venues de plusieurs pays d'Afrique ainsi qu'un grand nombre de cotonculteurs ont assisté à la démonstration de cette machine innovante ce mercredi sur le site d'Okbara de la SONAMA. Une démonstration marquant son lancement officiel sur le continent africain. Mansourato Denis Djibril, Socrata Dantolé. Dans un champ de coton destiné à l'expérimentation, que la SONAMA a procédé à cette démonstration de sa toute nouvelle récolteuse. Sous le regard admiratif des invités, des responsables administratifs et des cotonculteurs, la machine CE220 a démarré avant de s'engager dans les rangs, donnant le ton d'une récolte mécanisée de nouvelle génération. En moins de 15 minutes, les premiers résultats sont déjà visibles. La machine qu'on a présentée aujourd'hui aux délégations étrangères, mais aussi à nos ambassadeurs, les ambassadeurs de la SONAMA au Bénin, c'est une machine qui permet de remplacer 250 personnes qui travaillent sur 1 hectare et fait le même travail à la journée. Dans 5 hectares jour, 100 litres de consommation de carburant, il n'y a pas de meilleur compromis. Cette récolteuse, un chef-d'œuvre de Kezaïd, fonctionne à une vitesse de 4,8 km par heure pour une consommation de 20 litres de gasoil. Le Bénin a été choisi pour abriter le lancement officiel de cette machine sur le continent africain, une initiative saluée par les autorités béninoises. On a dépassé au Bénin l'idée qu'on ne peut faire que le labour avec des machines dans le coton. Aujourd'hui, les gens se projettent sur la récolte mécanisée et c'est très bon pour notre pays. Nous sommes en avance et c'est chez nous que la marque Case fait ce lancement. Nous sommes en plus très fiers. Pour les cotonculteurs présents, les performances de la CE220 révèlent d'un véritable exploit et laissent entrevoir une réduction notable de la pénibilité du travail dans les champs. Par rapport à la machine, vraiment, elle est super parce que dans 15 minutes, ce qu'on a pu récolter comme en tout cas coton, même en 20 personnes à 10 personnes, dans 15 minutes, ne peut pas le récolter. Donc la machine qui est ici par rapport à l'année passée, on voit qu'elle est super, mais quelque chose reste encore à faire. Comparé aux modèles utilisés l'an dernier, la CE220 de Kezaïd s'impose comme une avancée technologique majeure. Toutefois, certains producteurs expriment le souhait de voir encore quelques améliorations, notamment concernant la qualité du coton récolté. Il convient également de rappeler qu'avant la démonstration, les participants ont été formés sur l'agriculture de conservation des sols, un volet essentiel dans la dynamique de mécanisation de l'agriculture au Bénin. Un tour à Commun, les responsables de la section communale Commun de la communauté nationale du culte vaudou du Bénin sont officiellement installés. Ceci marque un retour calme au sein de cette communauté après une bagarre judiciaire qui aura duré des années. Narcisse Alossé. Son nom, c'est Hunon Amoussou Malenou et c'est lui qui présidera désormais aux destinées de la session communale de Commun de la communauté nationale du culte vaudou du Bénin. Élu quelques années plus tôt par le collège des dignitaires de la région, il reçoit ici ses attributs de chef. L'intronisation de ce dignitaire vient surtout couronner une bataille judiciaire qui aura duré près de 4 ans ici à Commun. À l'origine, un vent de contestation entre participants à l'issue de leur assemblée générale. La paix est finalement revenue dans la communauté
le bureau exécutif départemental a jugé bon d'organiser cette réjouissance pour remercier tous ceux qui, de loin ou de près, nous ont soutenus pour ce retour historique de la paix. Je les remercie infiniment. Par rapport à leur soutien, eux m'ont fait que je suis ici aujourd'hui. Après l'atmosphère tendue, le mercure est donc redescendu et la paix est revenue au sein de la communauté du culte vaudou à Koumé. Une paix voulue pour mieux perpétuer la tradition ancestrale. C'est notre feu père, Sosa Adam Yoro Gedengue, qui sur les débutants de cette communauté, dans la commune de Koumé, on dit, nous avons pris en marche que cette couture-là ne veut pas essuyer. On ne doit pas tapiner cette couture-là. Il faut donc tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne pour rester en phase avec les gouvernants actuels du Bénin à qui ils ont rendu hommage. Aujourd'hui, sur le plan mondial, on reconnaît que le culte vaudou est plus notre culture au Bénin. Et c'est la valeur que le Parti Talon nous a donnée. Nous le remercions beaucoup d'avoir fait cela. Et selon ces dignitaires, c'est en reconnaissance des efforts de l'État central qu'ils ont fumé le calumet de la paix. Et ils l'ont montré au cours des rituels, observés dans une ambiance très conviviale. On parle pour finir du défi culinaire de la chef béninoise Kate Sonon, démarré depuis le 1er décembre 2025 au Palais des Congrès de Cotonou. Ce défi consiste à réaliser le plus long marathon culinaire jamais tenté dans le pays. Sur le site, on assiste à une véritable vague de joie et de soutien qui l'accompagne jour et nuit. Un défi culinaire, mais aussi un moment de communion nationale qui rassemble passionnés, curieux et amoureux de la gastronomie béninoise. Une de nos équipes de reportage vous fait vivre l'ambiance qui prévaut sur place. Voici le reportage. Une foule enthousiaste, des cris d'encouragement et une chef déterminée. C'est dans cette ambiance que la chef Kate Sonon relève depuis plusieurs jours le défi du plus long marathon culinaire. Un challenge qui a mobilisé des milliers de personnes autour d'un même objectif, voir la chef aller jusqu'au bout de ce défi. J'ai quitté Lomé spécialement pour elle. Et je suis toujours là depuis hier, je ne suis pas encore rentré. Pendant les 2 semaines, les 15 jours de Sonon, je suis toujours là. L'ambiance est cool, tout est au calme. Et on croit qu'elle va atteindre le projet, elle va battre le record. Je trouve que l'ambiance est très bonne, elle est conviviale. Il y a beaucoup de Béninois qui sont sortis pour la soutenir. Et je suis vraiment heureuse de voir autant de monde derrière elle pour la soutenir. Une ambiance électrique, cris de soutien, chants improvisés, le peuple béninois a répondu présent. Son défi, le World Guinness Record, cuisiné pendant 15 jours bien comptés. Sur place, ce défi prend des allures d'une grande fête que personne ne veut rater. Enfants, adultes et étudiants, personne ne veut se faire compter l'événement. De longues heures durant, elle a enchaîné des plats portés par une énergie presque inépuisable. La nourriture préparée sur place était partagée, renforçant encore plus la solidarité. Là, elle a fini de préparer le cassoulet qu'elle est en train de servir. J'ai déjà mangé et pour la première fois, c'est la deuxième fois que je suis en train de garder comme ça. Un moment rare où passion gastronomique et unité communautaire ne font plus qu'un. Les encouragements du public n'ont cessé d'accompagner la chef. Des ondes positives lui sont envoyées et beaucoup de prières afin qu'elle puisse relever ce défi. C'est le 229 qui gagne. Nous sommes là pour la soutenir et nous lui envoyons des ondes surnaturelles. Nous prions que Dieu lui donne la force nécessaire pour qu'elle puisse aller jusqu'au bout des 15 jours. Ici, on est là pour faire avancer notre nation, pour lever notre drapeau autre. Et nous allons dépasser même les Ivoiriens, les Togolais, les éléments du Nigeria qui ont eu aussi à battre le record. Donc c'est notre pays, on n'a qu'un seul pays, on n'a qu'une seule patrie, c'est le Bénin. On est là pour donner que de l'amour à Kate Sonon, juste de l'amour, pour la galvaniser, pour qu'elle puisse battre son record.
pour qu'elle puisse se surpasser moralement et atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé elle-même. Sur les réseaux sociaux, l'engouement s'observe également. À la tombée de la nuit, c'est avec encore plus d'engouement que les populations effectuent le déplacement du palais des congrès. Chacun s'ambiançait à sa manière. Cette journée a révélé qu'au-delà de la performance, c'est une histoire humaine qui s'écrit, celle d'une femme qui repose ses limites et d'une population de Cotonou et environ qui l'accompagne dans la réalisation de cet exploit. Bonne chance donc à l'Amazone en chef. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.